Vous écoutez le balado Connecté. Un balado qui va démystifier les saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les 12 à 17 ans. Ensemble, on va s'outiller à interagir avec les ados à l'ère du numérique. Ensemble, on va se connecter à la réalité des jeunes et des intervenants et intervenantes jeunesse. Mon nom est Caroline Coiré, intervenante psychosociale, et aujourd'hui, je reçois Karine Brisson. Salut Karine! Merci d'avoir accepté l'invitation de participer au podcast du regroupement des maisons des jeunes. Donc, vous venez parler de la violence, des conflits chez les jeunes sur les réseaux sociaux, un gros sujet de l'heure qui est vraiment d'actualité. Que je suis vraiment contente qu'on puisse parler de ça ensemble. Donc, merci vraiment d'être là et de prendre ce temps-là avec nous. Ça fait plaisir. Donc, les deux, on travaille avec les adolescents. On en parlait justement dernièrement où on voit une augmentation de la violence, des conflits sur les réseaux sociaux. Pas juste chez les adolescents, ceci dit, là, chez tout le monde, c'est présent. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse voir ensemble, genre, qu'est-ce qui explique ça, cette augmentation-là de la violence? Parce que pour autant, je pense pas que dans la vie en face à face, nos jeunes soient plus violents qu'ils l'étaient. Mais j'ai l'impression, ça reste une impression, que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de violence qu'il y en a dans la vie en face à face. Est-ce que je me trompe? Bien, je pense aussi qu'il y a toute la facilité de donner notre opinion puis de ne pas avoir la charge affective qui vient avec ça, avec les réseaux sociaux. On est caché derrière un écran. Il y a toute la fiction virtuelle. C'est des gens, des fois, qu'on ne voit pas nécessairement en vrai, qu'on n'a jamais vu. C'est facile d'avoir une opinion puis d'être capable de l'assumer en virtuel alors qu'on ne l'assumerait pas nécessairement en vrai devant la personne. Oui, c'est ça. Puis avec toute la conception de la liberté du droit d'expression puis d'opinion laisse parfois croire qu'on peut dire tout ce qu'on veut comme on le pense puis que c'est acceptable. C'est ça. Peut-être pour raconter l'histoire, on parlait avant d'Élise Gravel, ce qu'elle a vécu sur sa page. Effectivement, mais dans le fond, c'est qu'elle fait souvent des commentaires où là, elle bloque des gens parce que les gens ont des commentaires totalement irrespectueux ou totalement dégradants. Et puis, elle disait dans les commentaires, les gens sont surpris en disant « Oui, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit poliment. » Mais c'est pas une question de politesse. OK, c'est gentil, tu prends la peine d'emballer tout ça. Si ton message est haineux, ça reste un message haineux. Ça reste un message qui est complètement inacceptable. On peut pas accepter que ce message soit dit avec des beaux mots, quand le fond du message reste que ça touche des gens, que ça blesse, que ça détruit des personnes, là, c'est impensable. Surtout que ce message-là en particulier disait que toute personne ne mérite pas le même niveau de respect dans la vie. Puis là, on parle même d'enfants. Mm-hmm. C'est comme tu dis, tu auras beau le dire dans les mots que tu veux, c'est complètement inacceptable ce que tu es en train de dire. C'est ça. Il faut assumer que ça vient avec une responsabilité. Tu choisis de dire des choses, mais ça se peut que la personne choisisse de juste supprimer ton commentaire parce que pour elle, c'est intolérable, c'est inacceptable. Mm. Puis là, ça m'amène à comment on aide les jeunes à distinguer si c'est de la violence qu'ils font sur les réseaux sociaux ou si on est dans un conflit. Parce que je pense qu'à certains moments, les deux sont vraiment mélangés, où il y a des jeunes qui acceptent des choses en disant « Oui, c'est un conflit », puis c'est comme « c'est beaucoup plus de la violence ». Ou à l'inverse, ils vont dire « Ah, je me fais faire violence ». On dit « Mais attends, là, on est plus dans une situation de conflit ». Donc, outre que les médias sociaux, peux-tu faire cette distinction-là, toi qui as l'expertise justement en violence familiale conjugale, comment on distingue conflit de violence? Oui, mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est de se poser la question, est-ce que si la personne était devant moi, est-ce que j'oserais lui dire de cette façon-là, avec ces mots-là? S'il y avait toute la charge affective de voir la personne y réagir, de voir la personne triste ou fâchée ou peu importe, est-ce que je le dirais? Puis ensuite, c'est de se questionner, c'est quoi le gain derrière ce message-là? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux juste donner mon opinion parce que, bon, toi puis moi, on a une opinion différente sur un sujet, on n'est pas d'accord, c'est une chose, mais est-ce que je cherche à te convaincre à tout prix? Est-ce que je cherche avec mes arguments, à faire en sorte que tu vas te rallier, peu importe la façon dont je vais le faire? Est-ce que j'ai de l'ouverture à entendre ta décision et à dire « Ah, peut-être, toi, tu as raison à trouver un compromis » ou non, je vais tout faire pour que tu sois d'accord avec moi parce que j'ai ce besoin-là de prendre du pouvoir sur toi. C'est ça, toute la notion de prise de pouvoir sur l'autre. Exactement, parce que la violence, c'est ça, en fait, finalement, c'est pas une... Des fois, on va entendre dans les médias ou quelque chose du genre, il y a eu une perte de contrôle. Non, la violence, c'est une prise de contrôle sur l'autre personne. C'est qu'on utilise... Quelle nuance, hein? Mais c'est toute la nuance dans le sens où on va utiliser tout plein de tactiques, que ce soit de la violence physique, de la violence verbale, de la violence psychologique.
ça va être des façons de prendre du pouvoir sur l'autre personne, d'isoler l'autre personne. Puis c'est ce qu'on va voir des fois dans des conflits chez les ados, autant en virtuel qu'en réalité, en présentiel, c'est qu'on va essayer de détourner la réalité, on va essayer de changer un peu la vérité, de cacher des choses pour faire en sorte que la personne va s'isoler de son groupe d'amis, va se faire isoler de son groupe d'amis. Puis c'est pas nous qui va avoir eu du pouvoir, ça va avoir l'air d'être les autres personnes qui l'ont juste tassé. Tu sais, ça a l'air... C'est vraiment insidieux, là, comment que ça s'installe. C'est très insidieux. L'autre personne va douter d'elle-même, va se dire que mais finalement, je suis pas une bonne amie, je suis pas une bonne personne, va perdre beaucoup de confiance en toi. Puis quand nous, on va être là par en dessous pour la récupérer, bien évidemment, cette personne-là va se dire c'est vrai, il y a juste toi qui est là pour moi. Puis c'est très insidieux, puis ça a beaucoup d'impact sur les jeunes, même chez les adultes de toute façon. Mais au niveau des jeunes, ils n'ont pas la maturité affective de comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut les aider. Comme à la fois, on dirait deux rôles. D'un bord, je contribue à ta perte en prenant contrôle sur toi, en te faisant violence. Puis après ça, je suis le gentil qui veut encore de toi malgré ce que tu fais d'épouvantable. Mm-hmm. Mais c'est un concept où on pourrait aller plus loin, je n'embarquerai pas là-dedans ce matin, là. Mais c'est une espèce de triangle où on peut être soit un sauveur, une victime ou encore un agresseur. Donc, peu importe dans la relation, ça peut se modeler pour toujours arriver à nos fins, puis toujours arriver justement à... C'est toujours une question de gain de pouvoir, mais on va utiliser ces rôles-là dans la relation pour toujours avoir cette prise de contrôle-là sur l'autre personne. Puis, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, les possibilités de faire violence sont plus grandes et plus faciles. Facile dans le sens où, justement, comme tu as dit, tu n'as pas la charge affective de l'autre personne. J'écoutais dernièrement un TED Talk, puis c'est un criminologue qui disait justement qu'il y a une augmentation de la violence sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, il y a une diminution de la violence. Mais avec ce qui est montré sur les réseaux sociaux, ça nous laisse croire qu'on vit dans un monde de plus en plus violent. Puis il dit, pour autant, la revue de littérature est claire, c'est pas ce qui se passe. Mais il dit, par contre, c'est aussi valoriser les comportements violents sur les médias sociaux. Ça l'attire, valoriser, pas comme nécessairement, c'est bon, là, mais on donne beaucoup d'attention aux gens qui posent des gestes violents. Tu likes un commentaire haineux, puis là, ça se fait une trollée de monde qui se mettent à liker le même commentaire, publier des choses violentes. Ça l'amène une valorisation de la personne qui peut être, t'es un nobody, puis parce que tu poses violence, tu deviens soit, oh wow, shit, il y a du guts, c'est valorisé. C'est sûr qu'on ne s'en prendra pas à lui, là, tu sais, c'est comme, non, il fait peur. Il y a tout ça aussi qui joue dans un monde où les jeunes veulent être exposés, puis que les médias sociaux apportent ça. Il y a des comportements violents qui permettent cette exposition-là, puis cette valorisation-là. Bien, c'est ça, l'exposition est valorisée, puis en même temps, on est aussi surexposé à tout ça parce que on a accès à combien de personnes avec les réseaux sociaux versus dans la vie réelle. On n'a jamais accès à autant de personnes dans une journée. On n'a jamais de conversation avec autant de personnes dans une journée. Jamais on voit du contenu d'autant de personnes, la vie des personnes, l'opinion des personnes. Je pense que c'est difficile aussi pour les jeunes de faire la part des choses, de dire c'est quoi mon opinion à moi dans tout ça? Qu'est-ce que j'en pense? Parce que là, je vois ce qui est valorisé, puis je me dis, je cadre peut-être pas dans cette case-là, mais c'est ce qui doit être fait, donc je vais cadrer là-dedans. Ça devient difficile pour les jeunes de se faire une tête par rapport à ça, je trouve. Ça l'est même pour certains adultes, donc imagine. L'effet, justement, qu'il y en a beaucoup, qu'il y a beaucoup d'exposition à la violence, mais ça l'amène une certaine banalisation de la violence. Comment t'expliques ça? Je pense que oui, je pense qu'à force d'en voir, puis à force d'avoir l'impression que c'est normal, puis que c'est ça qui se vit dans toutes les relations, les jeunes se disent, coudonc, je suis pas bien là-dedans. Ils vont faire taire ce sentiment-là pour essayer de rentrer dans le moule. Mais finalement, ce qu'on se dit pas, j'ai l'impression, c'est que personne n'est bien dans ce moule-là, mais personne ne va le nommer. Tout le monde va essayer d'entrer dedans. Mais tu sais, j'imagine, je reviens quand j'étais ado, il y a des choix que j'ai faits que c'était clairement pour faire partie du groupe, là. Tu sais, je veux dire, je n'ai rien d'une fille de punk, là. J'écoutais de la musique punk. Tu sais, mais mes amis aimaient ça, tu sais. Mais là, moi, ça me faisait pas violence, ça fait pas violence à personne, à part à mes oreilles. C'est tout ce que... Désolée si vous aimez le punk, là. Moi, j'appréciais pas tant, là. Mais après ça ne nuisait pas à personne. Non, mais là, il y a des choses qui sont faites en ligne qui nuisent directement. Là, on parle des challenges TikTok. Je veux dire, il y en a qui, pour se valoriser puis montrer qu'ils sont game, qu'ils font partie, ils vont faire violence à d'autres personnes.
Mais c'est sous le couvert d'un challenge. C'est ça. C'est toujours, ça me sidère toujours quand on parle de ça, puis je suis pas très active sur les réseaux sociaux dans ce sens-là, donc je connais pas tellement ça. Mais quand j'ai des jeunes en consultation qui vont me dire « Ah, écoute, on a fait tel challenge avec mon ami, c'était vraiment cool, je me suis enfermée dans le garage, il fallait que je reste là pendant, je sais pas, moi, 15-20 minutes au froid, là, le garage pas chauffé, pas habillé, pour réussir mon challenge. Je l'ai réussi, c'était cool, tout le monde me félicitait. » OK? Bon, tout le monde te félicitait, tu as réussi le challenge, mais qu'est-ce qui était cool dans le fait de te faire violence, d'avoir froid, de risquer de tomber malade, de ne pas être bien? Puis là, ben, quand on questionne tout autour de la question, est-ce que toi, tu étais heureuse puis contente de faire ça? Ben non. Est-ce que tu lui as demandé ça comme ça? Justement, Oui. quand quelqu'un t'aborde une situation comme ça puis qu'il normalise sa violence, tu peux pas non plus faire « Hey, c'est bien niaiseux ce que tu penses. » À un moment donné, on brise le lien et on ne reparlera plus jamais de ça. Donc, comment on l'aborde que ce comportement-là, c'est de la violence? Ben moi, j'y vais avec beaucoup. Comment tu t'es senti, toi? Pas comment les autres disent que tu devrais te sentir. Comment toi, tu t'es senti. Ça permet de normaliser, puisque la personne, généralement, va nous dire « Ben, c'était pas super plaisant, j'étais pas bien, mais c'était correct, là, tu sais. » Ben, on peut venir normaliser tout ça, de dire « Ben, moi aussi, je me serais senti pas super bien, je pense que j'avais vécu ça. » Ça permet de venir créer un lien puis de créer une ouverture, de dire est-ce que tu penses vraiment que tes amis qui vivent ça sont bien aussi? Est-ce que tu penses que ça peut être peut-être un masque qu'ils portent eux aussi? Ça permet de venir de faire des certitudes qui ont des fois de dire ben oui, tout le monde fait ça, tout le monde trouve ça cool, là, c'est normal. Ben peut-être pas. Puis je trouve qu'avec justement ces challenges-là où on peut vite mettre l'étiquette d'agresseur, de violent sur ceux qui posent. Tu sais, la fille ou le gars qui a fait le challenge à cette petite fille-là, puis qui a dit, on t'enferme dans le garage. On va dire, on n'a donc pas d'allure, cette personne-là, puis elle est donc bien violente, mais je pense même pas qu'elle non plus elle comprend ce qu'elle est en train de faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment nuancer qu'on est dans une période où il faut revisiter certains concepts parce que ça ne s'applique pas à leur réalité. Non, c'est ça, il faut nuancer. Puis je pense que c'est d'autant plus important de nuancer parce que les jeunes ont peur après de dénoncer parce qu'ils ont peur qu'il y a des conséquences. Mais je veux dire, on n'est pas là à dire, écoute, tu vas avoir une plainte au criminel, là. Non, c'est ça. La conséquence n'est pas là, mais en même temps, le parent doit s'asseoir avec le jeune et dire, écoute, on va se parler de quelque chose. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Toi, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Il faut essayer d'aller comprendre en dessous. On ne veut pas juste aller réprimander le comportement. Non, peut-être qu'un jour, ce sera ça, mais il y a quelque chose à comprendre en dessous de ça. Si on veut que ça change, si on veut que les jeunes agissent autrement, il faut être capable d'ouvrir la porte puis ouvrir la discussion. Oui, parce que je pense que les jeunes n'ont pas reçu cette information-là ou cette indication-là de comment se comporter sur les réseaux sociaux. Puis là, ils sont juste... Puis les adultes, on est dépensés, ça va bien plus vite que nous. Je veux dire, on est dans la trentaine, puis on a perdu le fil de ce qu'ils vivent, là. Tout à fait. Et moi, je leur parle de Facebook, puis je suis comme la vieille ma tante qui est sur Facebook, là. Oui, c'est ça, c'est plus à mode, là. Puis il y a beaucoup de parents qui sont dépassés, qui connaissent pas ça. Puis il n'y a pas d'étiquette de comment on agit sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de ça se fait, ça se fait pas, ça, c'est entre les deux, il faut se questionner. Il n'y a pas tout ça. Donc, les gens ont l'impression que tout ça est normal, que c'est correct, que ça devrait être acceptable, puis qu'ils devraient l'accepter, même s'ils sont pas bien. Je trouve qu'on vient briser un peu l'espèce de sixième sens, l'espèce d'instinct de dire je suis pas bien. Est-ce que je devrais re-questionner cette situation-là? Je trouve qu'on vient briser un peu ça. Puis, à la fois, ça peut être vraiment ton ami, mais qui fait vraiment des mauvais choix en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport à toi ou des conflits qui dégénèrent. Là, je pense à des intervenants de Maison des jeunes avec qui j'ai parlé quand on préparait ce projet-là, puis qui disaient « Hey, des fois, on lit des conversations, là. C'est tellement violent, ils se parlent si mal, ça s'envoie chier à tour de bras, mais c'est comme, c'est normal. » Tu sais, combien de jeunes en ce moment s'appellent « ma bitch ». Oui. Mais c'est parce que tu peux être une bitch dans le contexte le fun. « Ah, ma bitch, comment tu vas, ma bitch? » Puis tu peux être « Hey, la bitch. » Mais c'est parce que dans la même journée, j'ai été les deux, là. Là, je sais plus, là, c'est quelle connotation que ça a. À quel moment ça devient inacceptable, puis à quel moment, à force de le dire et de le banaliser, on oublie ce que l'autre personne ressent vraiment. Pas parce qu'elle rit puis qu'elle sourit qu'elle est vraiment contente. Il y a toute cette acceptation-là qui est là parce qu'on veut être comme les autres quand on est jeune, puis on n'était pas différents d'eux à cet âge-là. Là, ça, je comprends ça. C'est ça. Il y a tout l'aspect de il est où le respect dans tout ça, puis pourquoi c'est plus cool d'être respectueux envers son ami? Oui, ça, qu'est-ce qui amène une valorisation à ce manquer de respect?
Puis il y a ça, c'est comme, c'est drôle, mais en même temps, ils vivent toute de la peine. Je peux pas dire tout, là, on n'a pas parlé de tous les jeunes, mais pour ceux qui en parlent, ils disent on est mal là-dedans. C'est ça. Mais on le fait. C'est comme si tout le monde le fait, comme tu dis, tout le monde le fait, mais personne n'aime ça. C'est ça. T'sais, mais qui va être le premier à dire ceci n'est pas un comportement respectueux dans notre groupe d'amis, on fait autrement, au risque de se faire dire par tout le monde ah, chachotte, voyons, t'es bien plate, puis c'est juste que toi, tu files pas avec ça, il va se faire ridiculiser. Je comprends sa peur de prendre la parole. Ben oui, ça demande beaucoup. Ouais. Puis à l'adolescence, on veut tout être différent, puis en même temps, on veut tout être comme tout le monde. Ouais. C'est difficile de faire la part des choses de tout ça. Ça prend un adulte qui va venir aider. Mais en même temps, les adultes sont souvent mal à l'aise avec ces sujets-là. C'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement. C'est pas évident d'ouvrir ça. Mais je pense que si on part du jeune, de toi, comment tu te sens, si on part dans l'idée de on n'est pas un expert de rien, explique-moi, parle-moi de comment tu vis ça. Comment ça se vit sur les réseaux sociaux? J'aime ça demander ça à mes jeunes en consultation parce que là, ben, ils rient de moi, là, ils me trouvent bien ma tante de ne pas connaître ça. Mais en même temps, ça les place dans une position où ils sont bien, dans le sens où ils m'expliquent, ils m'instruisent, ils se sentent fiers. Fait que c'est correct, là, je suis capable de rire de moi un peu puis de leur dire je connais vraiment rien à ça. Explique-moi, dis-moi comment ça se passe. C'est-tu normal, ça? Puis pourquoi tu acceptes ça? Puis ça crée des super belles discussions. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est l'ouverture, l'humilité de ne pas savoir leur réalité, puis aussi le vrai respect de je veux vraiment entendre, puis j'ai pas dans la tête de te dire dans 4 secondes que ça n'a donc pas d'allure, puis tu devrais faire ça. C'est ça. Il y a toute cette ouverture-là d'entendre ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Puis est-ce que je me trompe? Puis d'arriver à questionner d'eux. Oui, c'est ça. Les constats viennent d'eux, puis en même temps, c'est important pour eux aussi de faire partie de la solution. Parce que si j'arrive à ma jeune puis je dis ça n'a aucun bon sens, là, on va faire telle affaire, ça se peut qu'elle soit pas du tout confortable avec la décision qu'on va prendre puis avec les solutions qu'on va trouver. C'est elle qui va vivre ça au quotidien avec son groupe d'amis, avec les gens qu'elle fréquente sur les réseaux sociaux. Alors que si je lui apporte autrement en disant OK, de ce que je comprends, tu n'es pas bien avec ça. Toi aussi, tu trouves que ça n'a pas d'allure. Maintenant, comment on fait pour renverser la vapeur? Puis dans quoi tu vas être bien? Dans quelle intervention tu vas être bien? Puis je vais te responsabiliser parce que tu vas faire partie de la solution. C'est pas moi qui vais appeler les parents de l'autre personne ou qui va appeler l'école. Non. Je vais te soutenir là-dedans. Puis peut-être que si la situation dégénère, j'aurai à le faire à moi comme adulte, prendre position puis dire je vais te guider. Oui, pour te protéger si on est là-dedans. Oui, mais avant d'être rendu là, il y a possiblement des interventions qu'elle-même peut faire ou avoir prendre du pouvoir sur sa vie ou avoir prendre sa place de personne puis dire non, attends, moi, je suis pas bien là-dedans, je vais pas vivre ça, puis je vais faire ce qu'il faut pour pas vivre ça, mais de pas y aller dans la panique, de pas généraliser puis dire OK, ma fille ou mon fils vit de la violence, ça n'a pas de bon sens, l'autre est un agresseur. Faut pas paniquer non plus, il faut pas banaliser ce qu'ils vivent sans paniquer non plus, puis essayer de trouver les situations qui sont justes puis surtout leur donner du pouvoir pour qu'un jour, s'ils vivent ça dans leur vie adulte, ils soient encore capables de mettre les choses sur place, sur la glace, puis de dire écoute, ça fonctionne pas ça, j'accepte pas ça. Il faut qu'on les rende capables d'être responsables d'eux-mêmes, puis de responsables de leur sécurité, mais pas juste physique, mais affective aussi. Puis, comment on fait, de ce que j'entends, c'est vraiment, je vais te montrer à gérer des conflits. Mm-hmm. Là, c'est vraiment de l'apprentissage. Là. Je suis là, je t'accompagne. Comment on fait ça? Bien, je pense que d'abord et avant tout, il faut avoir l'ouverture d'être capable d'en parler avec nos jeunes, être capable de démontrer l'exemple aussi de nous-mêmes, parfois, dire écoute, je suis pas bien avec ce que tu me dis, je suis pas bien avec comment tu me parles, ou, tu sais, je vous vois vous parler, là, vous êtes confortable là-dedans, moi, il me semble que je serais pas bien. Juste d'amener des choses comme ça, puis de le nommer, mais surtout de ne pas oublier que nous, on est l'exemple, puis on est le modèle. Donc, des fois, nous-mêmes, on tolère des choses qui n'ont pas de bon sens. Puis dans un contexte de maison des jeunes, comment tu vois ça, ce modelage-là, où c'est un milieu de vie, c'est pas du clinique, c'est pas du 1 à 1, ils n'ont pas 1 heure à passer avec le jeune, donc c'est dans des petits gestes, des petites interventions qui vont apprendre, ou du moins éveiller des réflexions sur c'est quoi des saines relations? Mais je pense que c'est un super beau terrain de jeu, ces maisons-là, parce qu'ils sont dans le concret, justement, ils sont dans le quotidien des jeunes. Donc, tu sais, c'est juste de dire, un jeune vient nous voir, puis il nous garoche ça, de dire, OK, attends, j'entends ta demande, mais elle n'est pas bien formulée. Est-ce que tu peux la formuler autrement? Je suis pas bien. Ou, tu sais, de dire, ouais, ton ami, tantôt, il t'a dit telle affaire. C'était correct? Toi, tu acceptes ça? T'sais? Juste de questionner comme ça, puis ça ramène au concret, au ici et maintenant.
parce que quand c'est trop théorique, les jeunes n'y embarquent pas, puis ils comprennent pas, puis ils ont l'impression qu'on veut leur faire la morale. Mais si on parle d'eux, si on parle de leur relation avec leurs amis, ou qu'est-ce que tu en penses, toi, de tes amis, c'est comme ça. Toi, dans ta vie à toi, c'est comment? C'est moins confrontant quand on vient les chercher un peu autrement. Puis j'aime ça quand tu dis justement c'est un terrain de jeu parfait pour ça, où c'est la vraie vie. Oui. Puis c'est un contexte qu'on a très peu comme milieu de vie, où nous, on les a dans un bureau, on va du clinique avec eux. Après ça, dans une école, ben c'est pas tout le temps le contexte pour faire ça, puis pour les voir aller aussi. C'est ça, pour les voir dans leur vrai milieu, puis dans leur vraie réaction, puis ils sont connectés à leurs émotions. Quand ils sont dans le bureau, on parle de la situation, mais c'est facile d'être un peu au-dessus de ses affaires. Tandis que là, ils vivent pleinement, ils sont dedans à l'instant même. Ils sont connectés à leurs émotions. Donc, c'est une occasion aussi. Par exemple, un jeune est sur son téléphone, puis là, tu le vois qu'il est décontenancé, qu'il file pas. Ou, tu sais, des fois, tu essaies d'avoir une conversation avec un jeune, puis il est tout le temps en train de checker son téléphone aux 4 secondes. Je pense que là, ça vaut la peine de faire... Peut-être qu'on est mieux de faire une pause de ce qu'on est en train de parler là, puis de parler de ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe sur ton téléphone? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, puis qui vient vraiment le chercher. Je pense que ça peut aller ouvrir plein de belles discussions quand on décide de pas juste dire « Ah, les écrans, c'est pas bon. » Bien, allons chercher ce qu'il y a en dessous. Pourquoi ça les intéresse? Qu'est-ce qu'il va chercher? C'est quoi l'information qu'il va chercher? C'est quoi la situation à laquelle il s'intéresse? C'est-tu parce qu'il est en train de surveiller son ego? C'est-tu parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de rire de lui? Ou on peut aller chercher tellement de choses dans tout ça, dans tout ce qui n'est pas dit avec les jeunes. Il y a tellement de nuances à apporter, parce qu'un même comportement, à certains moments, peut être violent, puis un même comportement peut être vraiment un mécanisme de défense. Tu sais, je pense à un jeune qui va en insulter un autre sur les réseaux sociaux. J'avais un jeune dernièrement qui a dit, il écrit à une fille sur les réseaux sociaux que c'était juste une grosse conne parce que, de ce que je comprends de son histoire, cette fille-là s'amuserait à rire du monde, à les humilier. Puis là, les gens se sont tannés, puis se sont mis à bombarder son compte TikTok à elle, puis de dire, là, grosse conne, fous-nous à la paix, tu sais. Puis il a commenté, tu sais. Il a écrit des choses inacceptables, puis ça a été recadré sur le fait que c'est inacceptable. Mais pour moi, c'est 2 types d'interventions où il fait pas ça pour la démolir. Par la bande, ça la blesse, là, puis on va en reparler, mais son intention, c'est pas de la démolir, de prendre le pouvoir. Son intention initiale, c'était « vas-tu arrêter de nous faire chier avec ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? » Pour autant, la façon de faire est inacceptable. Que ce soit pour te protéger ou que ce soit pour déranger quelqu'un, c'est inacceptable. Mais il faut parler du besoin de base. Là, tu me parles d'une colère parce que cette personne-là te fait du tort à tout le monde, puis ça, il faut que ça cesse. On va revenir à ça, puis là, on va juste envoyer ça dans une traque qui est acceptable. Là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça cesse, puis pour que ce soit des bons comportements que tu vas apprendre aussi, que tu vas mettre en place? Parce que non, écrire ça, c'est inacceptable, puis c'est de la violence, toi aussi, que tu es en train de faire, by the way. Tu sais, ça, il faut le nommer, mais on n'est pas obligé de l'insulter, ni de moraliser. Tu sais, je vais t'expliquer, voilà ce qu'il y en est. C'est de la violence. Pour autant, là, on repart de la base, puis là, comment on gère ça? Parce que il n'est pas soulagé après avoir écrit ça. Non. Au contraire, parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a répondu, puis elle a plus d'amis. Fait que se sont mis à bâcher lui. Fait que lui, il est comme, Colin, c'est encore elle qui gagne. Tu sais, ça n'arrête pas, ça. C'est l'enjeu où on peut facilement tomber dans le côté agresseur alors qu'au départ, on était victime. Puis on peut, quand l'adulte arrive, s'il ne prend pas le temps de regarder les besoins, de dire, bon, OK, c'est toi le problème, on te retire, mais au final, les 2 personnes ne sont pas mieux parce que oui, il y a eu une intervention. Ouais. Oui, la situation a arrêté, mais il n'y a personne qui n'a rien appris là-dedans. Là. Ils n'ont pas su, la prochaine fois que ça arrive, comment on va gérer ça. Puis il n'y a personne qui a répondu à leurs besoins initiaux de pourquoi ça a commencé, cette histoire-là. Ouais. Autant, je trouve qu'on devrait toujours écouter les 2 côtés, les 2 jeunes, puis répondre chacun à leurs besoins d'une façon différente. Leur besoin est clairement différent s'il y a confrontation, mais ils ont besoin qu'on réponde à leurs besoins, ils ont besoin qu'on les guide. Oui. Je pense que ça l'amène un grand besoin de revoir, quand je dis tantôt revoir certains concepts, où si on met le jeune dans le case des agresseurs ou qu'on le met dans le case de la victime, je pense qu'on se passe d'une belle occasion de faire tellement d'éducation auprès de nos jeunes. Puis de toute façon, ils sont en train de se modeler, là. Ils sont en train d'apprendre la vie, d'apprendre à se gérer. Ils ont un cerveau immature. Puis pour moi, de dire, ben là, t'es agresseur ou t'es victime, c'est pas aidant. T'as des besoins qui actuellement sont pas répondus. Puis on va t'aider, peu importe ce que tu vis.
Mais je pense qu'il faut arrêter de mettre dans des cases, de dire homme ou femme, agresseur, victime, OK. Mais si on apprend tout le monde, au lieu de dire aux gens, tu ne dois pas faire ça. OK, je ne dois pas faire ça, mais il faut que je fasse quoi? C'est ça. On est pris dans tout ça. Mais je pense qu'il faut dire, voici ce que c'est une relation saine, voici ce que c'est pas, voici comment tu peux agir, voici comment tu peux rétablir l'équilibre, voici comment tu peux avoir confiance en toi sans écraser les autres. C'est tout ça, je trouve, qui manque dans notre société. Puis on veut tellement aller vite au problème, on veut tellement agir vite, puis régler, faire comme si ça n'existait pas, mais qu'on n'ouvre pas la boîte pour pouvoir faire toutes ces choses-là, tous ces apprentissages-là, puis guider. Puis je pense vraiment que c'est ça qui va nous mener à avoir des relations beaucoup plus saines, des relations égalitaires comme adultes aussi. Ces jeunes-là, c'est les adultes de demain. Qui vont vivre avec les réseaux sociaux. Parce que peu importe ce qu'on en pense, c'est là pour rester. Les jeunes vivent à l'ère du numérique. C'est là pour rester aussi. Donc, je trouve que ça fait tellement de sens de dire, on va vous montrer, on va vous accompagner. Puis les jeunes sont écœurés de se faire dire qu'ils sont pas corrects. C'est ça. Parce qu'on leur tape beaucoup sur la tête. Voilà ce qu'ils font des médias sociaux, voilà ce qu'ils font sur Internet, ça n'a pas d'allure. Mais dans les focus group qu'on faisait, justement avec l'équipe du regroupement des maisons des jeunes pour bâtir le projet de formation relié à Alter Aldo, on a rencontré des adolescents. Puis il y en a là, dans une colère, ils nous ont dit, tout le monde nous dit qu'on n'est pas correct. À l'école, on n'est pas correct à cause de ce qu'on fait sur nos appareils, mais ils nous disent, ça ne nous concerne pas, c'est pas à l'école que ça se passe, gérer ça. À la maison, les parents, quand ils en entendent parler, ils disent, là, si ça fait pas tes maudits réseaux sociaux, moi, t'enlever tes appareils, moi, te régler ça, moi. Là, après ça, ils disent, bien là, tout le monde nous dit, partout, là, les policiers, quand ils s'en mêlent, ils disent, bien là, si ça fait pas, ils disent aux parents, fermez les comptes, ou ils font l'intervention, mais pour lesquels ils disent, bien, on peut rien faire. Il y a vraiment des limites à ce que les policiers peuvent faire, là, quand ils sont interpellés pour des conflits sur les réseaux sociaux. Puis la jeune qui a pris la parole, elle a dit, bien, si c'est pas la job de personne, mais que c'est la job de tout le monde de nous taper sa tête, qui va nous aider à gérer ça, les problèmes qu'on vit? C'était comme, tout le monde était bouche bée. Elle dit, tout le monde se met à cœur joie de nous taper dessus puis de dire que ça, puis ça, puis ça, c'est pas correct. Mais personne ne se positionne vraiment sur à qui revient la responsabilité. Et puis, c'est une responsabilité partagée, à mon sens. Tout à fait. On a tous notre bout à faire pour dire, on va vous montrer. Et dans n'importe quel contexte, je te montre quelque chose. Je peux pas juste te dire ce qu'il faut pas que ce soit. Il faut que je te dise ce qu'il faut que ce soit. C'est ça. C'est comme ça qu'on va amener un esprit critique, qu'on va amener les jeunes à être capables de réfléchir à ce qu'ils vivent, de réfléchir à comment je pourrais faire autrement. Puis je pense que quand on les implique, ben c'est là où l'apprentissage a lieu. Si on leur dit juste ça, mais qu'on connaît rien, qu'ils en connaissent beaucoup plus, mais pourquoi on s'inspire pas de ce qu'ils savent puis qu'on ne part pas de ça? Il y a tellement de belles choses qui peuvent être faites, puis il y a beaucoup plus d'ouverture quand on est ouvert envers eux en disant « Hey, on va travailler ensemble, je pense que je peux apprendre de toi. » C'est beaucoup plus facile. Même nous, c'est comme ça. Puis, tu sais, on veut les aider à bâtir des saines relations, puis éveiller leur pensée critique justement à ce que c'est. Puis là, il y a un clash entre les relations de la vie réelle, les relations sur le virtuel. Pour autant, les jeunes, c'est important pour eux. Donc, même si on leur dit il faut que ça se passe dans la vie réelle, ils vont le faire pareil sur les réseaux sociaux puis sur le virtuel. Donc, je pense que peu importe les solutions qui viennent d'eux ou qu'on les amène à explorer, le jeune qui gère un conflit, même si nous, on croit que ce serait tellement plus simple qu'ils se parlent en personne, c'est ton ami depuis 2 ans, là, pouvez-vous vous asseoir ensemble et vous parler, là? C'est pas la vraie réalité des jeunes de faire ça. Non, c'est ça. Donc, je pense qu'on peut les éduquer à ça aurait l'air de quoi si vous essayez de régler ça en personne, puis ça aurait l'air de quoi si vous essayez de régler ça sur le virtuel. Après ça, libre à toi de le régler comme tu veux. Mais après, il s'agit de trouver l'équilibre dans lequel tout le monde est bien. Oui. Mais notre équilibre à nous, ça dans quoi nous, on est confortable comme adultes, c'est pas nécessairement le confort de la génération qui est derrière nous. Faut pas oublier ça. Mais si lui, ça y convient, puis parce qu'on l'a guidé, on l'a aidé, il a fait des choix dans lesquels il est confortable, bien, notre mission est accomplie. Oui. Je pense que c'est ça, quand tu dis, on expose différentes avenues pour gérer les défis qui peuvent vivre sur les réseaux sociaux, que ce soit du conflit, que ce soit de la violence. Nous, on est là comme adultes pour mettre en lumière des choses, puis éveiller la pensée critique, les faire réfléchir, plus que leur apporter des solutions.
Ça, puis faut pas oublier que guider, faire réfléchir et tout ça, c'est pas parce que c'est fait avec bienveillance qu'on va laisser passer n'importe quoi puis qu'on va tout accepter. Non, On non. dira pas les choses, qu'on dira pas, écoute, là, attends, ça c'est inacceptable. Ça veut pas dire qu'on dit pas ces choses-là, là. Non, Mais c'est on ça. parle des vraies choses à cœur ouvert, d'une façon respectueuse. Mais les choses se nomment quand même, c'est important. Mais des fois, il y a des gens qui confondent un peu tout ça, la bienveillance, puis le lâcher prise, puis laisser tout faire. C'est pas ça. C'est Non, la c'est ça. façon, c'est juste la différence dans la façon dont comment on accompagne les jeunes vers ça. Puis dans un cas de, si on revient à la violence, parce que il y a de la violence amoureuse aussi, avec une jeune dernièrement qui me parlait de sa relation avec son chum, puis c'était très normalisé qu'il y a beaucoup ils ont plusieurs applications là, qu'ils vont utiliser ensemble, genre géolocalisation, c'est le fun, je sais toujours il est où mon chum, puis tu sais, on peut regarder qu'est-ce qu'il fait de sa journée, puis tout ça. Fonction lue sur le téléphone, je vois quand il a lu mon message, je vois avec qui il parle, je vois qui sont ses amis, et tout ça était bien le fun au début. Puis là, c'est devenu un sujet de grande confrontation de tu m'avais dit que tu étais là puis t'es pas là, tu m'avais dit que tu faisais des devoirs ce soir, puis là je vois que tu es sorti puis que tu es plus à telle place avec telle personne parce que sur Instagram, tu as été identifié comme étant là avec telle personne. Mais là, c'est normalisé, mais pour autant, tu es comme attends, là, on est dans la violence. Il utilise ces applications-là pour recadrer tes comportements selon ce que lui souhaite de toi. Exactement. Mais tu fais bien la différence entre la violence et le conflit avec cet exemple-là, dans le sens où c'est pas juste hey, j'ai vu que tu n'étais pas à telle place finalement, qu'est-ce que tu faisais? Puis là, on s'explique, puis ah oui, OK, ben c'est correct. Tu sais. Là, on devient dans tu m'as menti, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Puis là, tu n'étais pas là, puis la prochaine fois, je ne veux plus, puis là, la prochaine fois, je vais te surveiller. C'est tout ça. C'est là où on prend du pouvoir sur l'autre, où on regarde tout ce que l'autre fait pour pouvoir lui reprocher, pour lui dire il n'y en a pas question, tu ne vois plus cette personne-là. C'est tout ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Puis ça a l'air banal, c'est normalisé chez les jeunes. Ça fait toute référence aussi à la question de jalousie qui est souvent un peu drôlement interprétée, je trouve, chez les gens, là, autant chez les valorisé, il t'aime parce qu'il est jaloux parce qu'il t'aime. C'est une preuve d'amour parce qu'il t'aime. Parce que c'est une preuve d'amour parce qu'il est jaloux. Attends, non, là. On n'est pas là-dedans. C'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve qu'il manque vraiment beaucoup de confiance en lui, puis il a besoin de prendre du pouvoir sur toi, puis de te montrer, de te garder pour lui, mais c'est pas ça de l'amour, c'est pas la jalousie. Il y a d'autres façons de démontrer des preuves d'amour. Oui. Ça se peut que cette personne-là tienne vraiment à toi pour vrai. Oui. Mais il n'y a pas de lien entre ça et la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose qui est pas correct, je veux dire. C'est ça. On doit travailler. Il faut se garder, à mon avis, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, où cette jeune-là, justement, qui... Là, son chum utilise ces applications-là, puis ça prend du pouvoir sur elle. Je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas faire minute, là, regarde ça, le mauvais chum que t'as, puis enfuis-toi. Parce que je suis sûre qu'à l'inverse, le petit gars, il sait sûrement pas non plus. Tu sais, il faut nuancer, je pense. Là, c'est pas un agresseur. Il utilise très mal les réseaux sociaux. Puis elle a un travail de recadrer cette relation-là, puis de dire attends, là, tu sais quoi, j'accepte pas ça, puis ça se peut que ça se règle, puis ça se règle bien. C'est ça. Mais je pense qu'avant toute chose, avant de mettre la hache dans tout ça, il faut recadrer, il faut comprendre. Des fois, je compare ça un peu à les jeunes là, qui ont la première fois de leur vie une carte de crédit, tu sais. Oui. Ils sont tous énervés, ils ont accès à de l'argent, ils comprennent pas trop comment ça marche, qu'ils vont devoir payer des intérêts là-dessus, tout ça. OK, c'est cool, je fais plein d'achats. Puis là, maintenant, je me retrouve avec le bill, puis je me dis, oh mon Dieu, mais je fais quoi avec cette facture-là? Mais on ne va pas leur dire OK, tiens, je t'enlève ça, tu es un fraudeur, tu es un voleur. On va les éduquer à dire OK, voici, je comprends là, que tu as eu une nouvelle liberté, tu as eu quelque chose que tu ne comprenais pas. On va s'asseoir ensemble, on va l'expliquer, on va gérer ça, là, la facture, on va gérer les conséquences que ça a eu, tes achats impulsifs peut-être ou pas réfléchis. Maintenant, je vais t'expliquer, puis la prochaine fois, tu vas le savoir. Là, à partir du moment où là, le jeune décide d'utiliser consciemment sa carte de crédit pour autre chose, là, on peut parler d'un autre problème puis d'avoir une intervention qui est différente. Mais à la base, il faut penser que c'est des jeunes qui sont immatures, qui ont pas la maturité. Puis des fois, on a l'impression qu'ils sont vieux puis qu'ils sont connaissants puis qu'ils comprennent. Mais c'est pas la réalité de ce qu'ils dégagent versus la réalité à l'intérieur d'eux. La maturité est souvent différente. Ça veut pas dire qu'ils comprennent tout. C'est une belle image que tu utilises là. Puis je pense qu'avec les jeunes, ça s'explique aussi, cette image-là de... Puis tu sais, ils sont influencés aussi par les relations qu'ils voient. Ben oui. Tu sais, on voit des jeunes qui normalisent des relations entre ses parents qui sont violentes.
Tout à C'est fait. comme, c'est normal, ou qu'il y a des conflits qui sont là, puis c'est normal de vivre d'un conflit. Avec se crier par la tête, s'excuser, c'est normal. C'est ça. Puis c'est même comme parent, moi j'ai déjà vu des parents d'adolescents ou de jeunes, là, pré-ados peut-être, qui disaient ben, moi je l'utilise cette application-là pour savoir il est où. C'est vrai que ça peut avoir une utilité, mais en même temps, ce qu'il faut développer, moi je pense, c'est bien plus la confiance entre le jeune et le parent, puis de dire j'ai pas besoin de savoir tu es où tout le temps, à quel moment. Mais je veux que tu me fasses confiance, que si tu me dis je m'envoie chez tel ami, c'est vraiment là que t'es, c'est pas l'autre bout du monde. Si tu me dis je reviens à telle heure, je vais pouvoir avoir confiance que tu vas m'aviser si t'es en retard. C'est tout ça. Il y a plus que ça. Là. Il y a toute la question de la vie privée puis de la confiance. Puis c'est important qu'on montre aux jeunes qu'on a confiance en eux, qu'on croit qu'ils sont capables de réussir, puis qu'on croit qu'ils sont assez intelligents pour qu'on leur donne le bagage puis qu'ils utilisent à bon escient. C'est là où je pense que c'est qu'ils comprennent l'intention des applications. Puis qu'ils choisissent de l'utiliser. Parce que là, je pense que c'est... Ils choisissent pas d'utiliser, ils font juste l'utiliser. C'est ça. Tu sais, l'application lu, vu, ça s'enlève, ça. Mais c'est comme, mais c'est de même. Mais enlève-le. Tu sais, tu as le droit de l'enlever. On va se questionner sur pourquoi tu as envie que ce soit ça. Est-ce que tu as envie que tout le monde voit le moment où tu lis le message? Peut-être que oui, puis c'est comme, ah, cool, moi j'aime ça, puis... Mais pour autant, ça se peut que ce soit, ben non. J'aime ça avoir la liberté de le regarder puis de répondre au moment où ça me tente, puis que je ne sois pas dans l'urgence de parce que je l'ai lu, il faut que je réponde là. C'est peut-être pas du tout le bon moment. Puis des fois, ça vient qu'une charge affective, là. C'est un gros message qui est lancé, il n'est pas du tout, là, il rentre, va souper avec ses parents, ou il rentre à l'école, c'est pas le temps, là. Tu sais, donc je pense qu'ils utilisent beaucoup à défaut de choix, puis ça amène beaucoup de conflits, de la violence, puis après, ils sont complètement dépensés. Puis en même temps, c'est déstabilisant quand tu as trop de choix pour la première fois. Donnons-leur des choix dès qu'ils sont jeunes, à petite échelle, là, je veux dire, selon leur maturité. Mais quand tu arrives tout à coup à 18 ans où tu as été, je sais pas moi, tous tes parents t'ont toujours dit quoi faire toute ta vie, puis c'est pas contre les parents, là, je veux dire, les parents pensent toujours ce qu'ils font le mieux possible pour leur enfant, puis c'est très correct. Mais à partir du moment où, exemple, ils ont 18 ans, puis le parent dit bon, OK, là, tu as 18 ans, là, hier, je te guidais, tu avais 17 ans, aujourd'hui, c'est ta fête, tu as 18, vas-y, lance-toi dans le monde. Mais on fait quoi avec tous ces choix-là? C'est déstabilisant. C'est là qu'il faut se trouver, c'est là qu'il faut chercher, c'est là qu'on va être comme les autres, puis peut-être qu'on va accepter des choses qui sont intolérables parce que personne ne nous l'a jamais dit qu'on avait le choix de dire oui ou de dire non. Puis c'est là où je vois le gros apport des intervenants puis animateurs de Maison des jeunes, de refléter ça, parce qu'ils sont là pour réveiller toute la pensée critique, ils sont là pour aider les gens à être plus responsables, à s'engager dans leur vie. Je me dis, donnons-leur l'occasion de faire des choix conscients, pas juste sur les réseaux sociaux, là. Des choix, faisons-leur réfléchir aux choix qu'ils font, puis si ça devient une habitude de réfléchir à leurs choix, bien, ils vont faire de plus en plus de choix conscients dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux. Ben oui, puis ils ont tout ce lien-là agréable aussi, je trouve, où ils sont pas un parent envers ces jeunes-là, ils sont pas un enseignant, ils n'ont pas une force de pouvoir, ils sont capables de s'asseoir, d'être d'égal à égal. Puis je trouve que ça vient aussi contrer toute la vitesse. On dit les jeunes sont accès à tout, sont plus patients, ils veulent tout avoir vite. Oui. C'est vrai. Mais si on vient dire OK, attends, tu veux ça, mais pourquoi? On va se questionner. Bien, ça peut être le fun aussi de se questionner, puis ils peuvent prendre goût à ça, je pense, puis justement à un travail de réflexion, puis d'attente avant de dire OK, je vais le faire, mais je vais savoir pourquoi je le fais, puis dans quel contexte, puis jusqu'où je vais. C'est intéressant, puis encore là, à chaque fois que je finis les entrevues de podcast, je me dis ça enlève tellement un poids sur le dos des intervenants qui sont tellement impuissants. On est impuissants devant cette violence-là, devant les conflits que les jeunes peuvent vivre. Puis on sait très bien que quand on va les quitter, ça va continuer sur le réseau du jeune. Ouais. Mais si l'intention, c'est pas d'arrêter ça, mais d'outiller le jeune, de le protéger, évidemment, si on a dans des choses comme inacceptables qu'il faut les protéger, on va mettre des choses en place. De se dire, je vais l'outiller pour gérer ça dans la vie, gérer ça sur les réseaux. Je vais l'accompagner, je vais lui montrer. On va l'ouvrir le téléphone, on va le regarder ensemble, on va répondre ensemble. Ça, pour moi, effectivement, c'est un accès, comme tu dis, que peu d'intervenants ont. D'être dans le day-to-day avec le jeune, c'est ça, le voir réagir au moment où ça se passe. C'est un gros avantage, ça. Ça vient contrer tout l'effet de l'impuissance. Puis je pense que des fois, on sous-estime beaucoup le contact qu'on a avec le jeune
on sous-estime l'impact qu'on a dans la vie des jeunes aussi. Quand c'est dans le day-to-day, c'est facile de se perdre un peu là-dedans et d'avoir l'impression qu'on n'a rien fait. Mais des fois, juste dans la conversation, dans l'accueil qu'on a envers un jeune, c'est une intervention en soi. Elle n'est juste pas dans le même cadre qu'une intervention que toi puis moi on fait dans un bureau avec un jeune. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pour autant aussi efficace, peut-être même sinon plus. Donc, si tu avais à résumer un conseil ou une réflexion pour que notre monde, pas juste les maisons des jeunes, mais tout le monde ensemble, on permette aux jeunes d'avoir de meilleures relations, plus saines sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça prend ou qu'est-ce qui manque à notre monde pour que ça se passe? Bien, je pense qu'il faut avoir de l'ouverture, de l'humilité, de ne pas se prendre pour des experts, qu'il faut avoir tout l'aspect en tête que les jeunes, ils connaissent des choses. Ils sont différentes des nôtres, mais qu'on peut aller plus loin ensemble avec ces connaissances-là mises ensemble. Puis il faut aussi arrêter de vouloir agir trop vite. Il faut prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est quoi les besoins? C'est quoi les attentes? Comment il a besoin que je le guide? Comment il veut qu'on fonctionne? Puis là, après, ça se peut que les attentes ne soient pas réalistes puis que les besoins ne soient pas idéaux, là, mais on va s'asseoir ensemble puis on va le cadrer, ça. Ça va être beaucoup plus efficace. C'est vraiment intéressant. Merci vraiment, Karine, d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je pense que ça va éveiller à revoir peut-être comment on conçoit ce qu'on observe ou ce qu'on définit comme étant des conflits ou de la violence chez les jeunes, hein, parce que c'est ça, c'est de la conflit ou c'est de la violence. Des fois, c'est, comme on dit, une même action, deux résultats différents, deux intentions vraiment différentes aussi. Donc, de nuancer, de prendre le temps avec le jeune. Ils ont tout à apprendre. Donc, utilisons les relations qu'on a avec eux justement pour leur apprendre en toute humilité, là, ce partage-là de connaissances qu'on peut avoir avec eux. Surtout, soyons des modèles. Parce qu'on ne veut pas qu'eux tolèrent, on n'a pas à le tolérer nous non plus. Des fois, on oublie un peu ça. On dit, ben, fais ce que je fais, mais pas ce que je dis. Mais il faut peut-être revoir ce discours-là. Puis en terminant, si on est un intervenant ou un animateur, on rencontre un jeune pour lequel on identifie de la violence, puis on se sent dépassé, est-ce qu'il y a des ressources qui sont là pour les soutenir? Oui, il y a plein de ressources. En fait, une que j'aime beaucoup, c'est le site de SOS Violence conjugale, qui est un peu plus au niveau de la violence conjugale, mais qui a quand même beaucoup de références, qui a beaucoup de pistes d'intervention, des pistes de réflexion. Ils ont toute la portion ado aussi, là, avec C'est pas violent. Je pense que c'est vraiment super intéressant. Donc, un beau site à consulter avec le jeune ou pour l'intervenant, qui va pouvoir trouver des ressources pour les deux. Tout à fait. Super. Bien, merci beaucoup, Karine, pour ton temps. C'était vraiment apprécié. Merci à toi. Bonne journée. Vous venez d'écouter Connecté. Ce balado a été créé dans le cadre du projet Alterado, présenté par le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec et financé par le Secrétariat à la jeunesse. Connectés ensemble pour des liens solides.